Bienvenue à tous. Après son deuxième coup de force en 9 mois, le colonel Assimi Goïta conforte sa position d'homme fort du Mali. Malgré les condamnations de la communauté internationale et la suspension du Mali par la CEDEAO et l'Union africaine, les militaires maliens ne subiront pas pour l'instant de sanctions économiques. L'institution régionale exige toutefois le respect de l'échéance de février 2022 pour des élections censées transférer le pouvoir aux civils. Une nouvelle fois, le camp militaire de Kati, à la sortie de Bamako, est au cœur du géopolitique. Ceci alors qu'on attend la mise en place d'un nouveau gouvernement. Comment expliquer l'éviction du duo Ndaouane? La junte pourra-t-elle mener la transition à son terme et organiser des élections dans 9 mois? Comment tacler le défi sécuritaire? Réponse au cours des 30 prochaines minutes. Bonsoir à tous. Après la CEDEAO, c'est au tour de l'Union africaine de suspendre le Mali suite au deuxième coup de force du colonel Goïta en 9 mois. Les deux organisations exigent des élections pour un retour d'un pouvoir civil, mais n'imposent pas pour l'instant de sanctions économiques. Jacques Aristide pour le récapitulatif des derniers événements. C'est une image qui en dit long. Le nouvel homme fort du Mali rentre d'un sommet au Ghana et l'accueil est triomphal à Bamako. Le colonel Assimi Goïta, ancien commandant de bataillon des forces spéciales, instigateur d'un double coup d'État en 9 mois, aujourd'hui jeune chef d'État de 38 ans. Un État confronté à de multiples crises, pauvreté, corruption, affrontements interethniques, sempiternelle attaque djihadiste. Malgré les réprobations internationales, la rue le soutient. Des Maliens l'ont dit haut et fort dans la capitale, soutien à la junte et hostilité à la France. Certains de ces manifestants réclament même l'engagement de la Russie. Premièrement, je suis venu soutenir mon armée. Deuxièmement, je suis venu dire à la communauté internationale que le problème qui se trouve au Mali aujourd'hui, c'est un problème maliano-malien. Et pour nous, pour la survie de notre pays, il est important aujourd'hui que cette armée qui est le dernier rempart reste soudée. Pas de véritable manifestation contre les colonels putschistes, mais des voix se sont tout de même élevées. Nous pensons que la place des militaires, c'est au front et non pas dans les postes politiques ou dans les bureaux climatisés à Bamako. Nous ne pouvons pas comprendre que les autres forces étrangères soient à Bamako et au Mali pour nous aider, pour aider les Maliens à libérer le Mali, à chercher les djihadistes, pendant que nous, nos militaires, sont à Bamako en train de se battre pour des postes ministériels. Nous dénonçons ce coup de force. C'est un sentiment d'inquiétude. Il y a un éternel recommencement. Quand quelqu'un est mécontent et quand il a la force des armes, il l'utilise pour exprimer son mécontentement et montrer que c'est lui qui a la force. Il va falloir qu'on sorte de ce cercle infernal-là. Des sentiments qui rejoignent ceux de la communauté internationale qui a condamné le coup de force militaire du 24 mai, de même que l'éviction des dirigeants de la transition, le président Bandao et le premier ministre Mokhtar Ouane. Tous deux accusés par le colonel Goïta de tentative de sabotage de la transition, ce qui a valu au Mali d'être suspendu de l'Union africaine et de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui n'a toutefois pas pris de sanctions comme elle l'avait fait après le coup d'État d'août 2020 contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Les États-Unis, eux, ont gelé leur aide militaire. Les exigences sont les mêmes. Retour à l'ordre constitutionnel et tenue d'élections présidentielles et législatives pour ramener les civils au pouvoir dans ce pays jugé très important pour la stabilité du Sahel face à la propagation djihadiste. Les voisins ouest-africains veulent un civil comme Premier ministre de transition et réclament que les élections soient maintenues à tout prix le 27 février prochain. Le colonel Goïta, qui s'est donc fait déclarer président de transition, assure que le double scrutin se tiendra courant 2022. Mais Youssouf Koulibaly, conseiller juridique du colonel, est d'avis que les délais sont trop courts, sans dire si sa déclaration reflète le point de vue d'Assimi Goïta. Objectivement, les 9 mois ne sont pas suffisants pour la réalisation de tout ce qu'on a comme travail et pour parvenir à des élections stables, crédibles et qui ne font objet d'aucune contestation.
Youssouf Koulibaly, par ailleurs président d'une influente commission dans le Conseil national de transition qui fait office d'organe législatif, affirme toutefois que les colonels vont tout faire pour respecter les échéances. En attendant, à Bamako, comme ailleurs dans le pays, les habitants vaquent à leurs occupations habituelles, beaucoup gagnés par la lassitude, tel que résumé par le journal du Mali. 2 coups d'État en 9 mois et un implacable coup près. Rien n'a changé. Voilà, merci beaucoup Jacques pour ces explications. Et maintenant pour le débat, nous avons 3 invités. À Bamako, Brema Elidiko, analyste politique, sociologue, anthropologue. À Paris, Nyagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Et à Houston, dans le Texas, nous avons Aristide Sidibé, analyste politique. Merci à tous d'être avec nous et je démarre avec vous, Brema. Après l'arrestation de l'ex-président de transition Bandao et de son premier ministre, beaucoup s'attendaient à une réponse, disons plus musclée de la part de la communauté internationale, mais on constate qu'à part les condamnations de principe et la suspension du Mali, de la CEDEAO et de l'Union africaine, c'est comme si on semblait faire avec. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un réalisme ou une lassitude de la communauté internationale? Alors, merci bien pour la question. Je pense que les dirigeants ont été partagés entre une sorte de lassitude, quand même 2 coups d'État en 1 mois et un coup d'État perpétré par les mêmes acteurs, mais aussi une sorte de réalisme, c'est-à-dire que la transition, bon, elle était mal née. Le président Bandao lui-même avait été d'une certaine imposé aux Maliens par la junte qui a fait le coup d'État. Le collège de désignation qui avait été mis en place aussi a été simplement pris de court. Donc, on lui a présenté le nom de Bandao comme président, Yassine Gouita comme président. Donc, bon, les Maliens aussi ont pris acte et puis ont laissé faire. Et finalement, si la cohabitation n'a pas été possible, qu'à un moment donné, pour différentes raisons, Assimi a repris les rênes du pouvoir, bon, les gens se disent de toute façon qu'il faut faire avec, parce que tout blocage, toute sanction éventuelle de la CEDEAO ne ferait qu'envenimer la situation assez délétère déjà du Mali, et bon, ne ferait que plomber davantage l'économie malienne qui a été affectée par le coronavirus, mais aussi 9 années d'insécurité. Donc, donner un peu la chance à ceux qui ont fait le coup d'État de profiter des 9 derniers mois qui restent pour tant soit peu initier quelques réformes et surtout organiser des élections libres, crédibles et transparentes qui seraient acceptées par... D'accord. Justement, Nyagale, la junte bénéficie-t-elle de circonstances atténuantes où la CEDEAO et le reste de la communauté internationale évite-t-elle d'empirer une situation déjà volatile? Pour moi, il y a 2 éléments. Sur le plan interne, il y a l'existence d'un vide juridique qui tient aux conditions dans lesquelles a été rédigée la charte de la transition. En fait, on s'aperçoit qu'au moment où la CEDEAO est intervenue une première fois, elle avait demandé à ce qu'un président civil soit placé à la tête de la transition. Cependant, elle n'a absolument pas exigé que cette disposition figure dans la version finale de la charte. Donc, au terme de celle-ci, il est possible qu'une personnalité civile ou militaire assume la fonction de président. Deuxième élément, la CEDEAO avait demandé que la charte ne contienne pas de dispositions prévoyant que le vice-président pourrait remplacer le président de la transition en cas d'empêchement de celui-ci. Cette disposition a en effet été retirée par le CNSP, mais en réalité, elle a été remplacée par absolument aucune autre disposition. C'est ce qui explique que la prise de pouvoir du président a pu être validée à travers l'arrêt adopté par la Cour constitutionnelle. Pour terminer, je pense qu'il est extrêmement important également de mentionner un élément externe qui est intervenu et qui constitue, à mon sens, un bouleversement absolu dans la jurisprudence qui concerne les décisions prises par les organisations multilatérales africaines et qui tient à la non-sanction, à
à l'absence de sanctions adoptées contre le Tchad à l'issue de l'installation au pouvoir d'une junte dirigée par le fils du président Déby. Cette disposition validée par l'Union africaine constitue un précédent qui a ouvert la boîte de Pandore, et le premier cas, c'est le Mali. La communauté internationale ne pouvait pas être accusée d'adopter une posture de 2 poids, 2 mesures. C'est en tout cas ce qu'on entend dans beaucoup de commentaires. Aristide, un des conseillers du colonel Goïta parle de rectification de la transition en référence un peu à ce deuxième coup de force du colonel. Êtes-vous en phase avec cette lecture? Je pense que, tout d'abord, merci pour l'opportunité. Je pense que ce constat s'impose dans la mesure où, même au Mali, si vous constatez le président Bandao et son premier ministre, quand ils ont été arrêtés, il y avait à peine des réactions pour demander qu'ils soient libérés. Cela dénote de la lassitude pendant les 9 mois de beaucoup d'acteurs politiques sur la scène nationale. Et vous aurez constaté aussi que le regroupement au Mali qu'on appelle le M5 était dans la logique de rectification. Ils l'ont dit dans différentes conférences de presse, et ils l'ont dit aussi par rapport à une doléance où ils ont mis 10 points qu'ils ont soumis au président Bandao tout juste avant son renversement. Donc moi, je pense que, pour aborder un peu dans le sens de ce que Niagalé vient de dire, la communauté internationale, pour moi, n'avait pas le choix. Aujourd'hui, on est dans une situation où tout le monde, en Afrique, avec des smartphones, tout le monde est devenu directeur de publication. Les réactions au Mali sont de telle sorte que des sanctions, même soi-disant ciblées, qui en réalité vont affecter les populations les plus vulnérables, allaient pousser de plus en plus la population malienne vers d'autres acteurs que l'Occident ne veut pas. Brema, il est vrai que le poste de Premier ministre va revenir au M5, mais le rôle prééminent que joue l'armée dans la transition vous inquiète ou pas? Bon, vous savez, oui, alors ça, à titre personnel, non, mais de façon générale, c'est vrai qu'il y a des langues qui contestent la militarisation de l'administration. Il faut rappeler que nous avons 11 gouverneurs qui sont militaires, plus un autre donc, qui est commissaire de police, donc sur les 22 gouverneurs. Et ensuite, il y a l'hôpital de Brétoulé, l'Institut de santé, sans compter même les représentants au niveau des ports, 7 ports sont des. Donc il y a quand même une militarisation de l'administration qui est là. Nous avons aussi dans le gouvernement, 4 ministres militaires, dont le plus important quand même occupait le ministère de l'administration territoriale qui organise les élections. Donc les gens se sont dit, bon, ben, c'est là peut-être une façon pour les militaires de contrôler les élections et peut-être d'imposer un candidat civil. Donc ce sont des choses qui se disent et qui peuvent inquiéter, d'autant plus que c'est eux qui avaient imposé le président Bandao. Bon, c'est eux qui ont repris les rênes du pouvoir. Et on a entendu un des conseillers juridiques confier à différents médias que c'était difficile de tenir les élections dans les 9 mois qui restaient. Donc c'est une façon de préparer l'opinion nationale et internationale à un possible report la durée de la fin de la transition. Tout cela inquiète parce que je me rappelle, en 1968, le général Moussa Traoré a fait le coup d'État. Il a renversé Modibo Keïta, il avait dit qu'il n'était pas venu pour rester. Il a fait 23 ans. Donc, avec les militaires, il y a une certaine histoire du passé qui fait peur parce qu'on n'en sait rien. En tout cas, oui. Niagalé, justement, est-ce que vous pensez qu'avec un Premier ministre civil issu du mouvement du M5, du 5 juin, la transition sera plus apaisée et qu'on pourra respecter ce délai des élections pour février 2022? Moi, je pense que l'opposition entre civils et militaires est très brouillée en réalité. On l'a vu tout d'abord à travers la nomination de Bandao à la tête de la transition, alors qu'on sait très bien que c'est un ancien militaire. Moi, je ne suis pas convaincue que
cette sorte de fétichisation de la date du 22 février soit un critère pour évaluer le caractère véritablement civil ou militaire de la transition. La question qui se pose est celle du caractère démocratique de cette transition et des pratiques qui vont être mises en œuvre pendant celle-ci. Est-ce que la liberté d'expression sera garantie? Est-ce que la liberté et la transparence du vote seront assurées? Ce sont là des questions absolument fondamentales. Est-ce que la capacité des médias à couvrir de manière libre le scrutin seront également de mise? Sincèrement, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à des critères trop formalistes. On a vu de par le passé comment les élections, lorsqu'elles ont été organisées trop vite ou dans de mauvaises conditions, n'ont absolument pas permis aux autorités désignées de mener de véritables politiques efficaces, à la fois en matière de sécurité, en matière d'économie, en matière sociale, en matière éducative. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui réfléchir à une approche qui permette de garantir une démocratisation, une inclusivité, sans forcément se concentrer sur l'organisation de ce scrutin. Il faut regarder ce qui se passe au Mali sans cocher la seule case de l'organisation des élections. Ce point me paraît absolument essentiel. Alors, Aristide, 9 mois, c'est suffisant pour aller aux élections ou faut-il donner plus de temps à la junte comme elle semble déjà le réclamer? Je crois que si vous demandez aujourd'hui les Maliens qui sont les plus impactés par cette situation, ils vous diront que 9 mois n'est pas suffisant. J'aborde dans le même sens que Niagalé pour dire qu'en réalité, nous commettons la même erreur qui a été faite en 2012, où la fétichisation des dates du calendrier électoral. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'ex-ambassadeur américain au Sahel, Dr. Peter Phan, avait dit tout juste avant la fin de son mandat que le problème du Mali et le problème du Sahel en général, c'est un problème de légitimité. Donc, si c'est un problème de légitimité, comme Niagalé l'a dit, on doit mettre en place des bases solides d'une démocratisation. Aujourd'hui, au Mali, et beaucoup d'observateurs peuvent l'attester, le gouvernement central contrôle à peine 70% du territoire. Donc, on veut faire des élections dans ces conditions et nous allons nous retrouver avec un autre pouvoir comme celui de Ibeka, qui, malgré les tendances qui disent qu'il a eu 77% des voix, mais en réalité, 77% de combien de pourcents? À peine 30% des Maliens. Donc, c'est ça le problème de légitimité. Donc, moi, je pense qu'il est important pour la communauté internationale de ne pas imposer des calendriers, de donner le temps aux Maliens de mettre la base des réformes solides pour que la prochaine république soit une république assez démocratique. D'accord. En tout cas, nous avons quelques commentaires de téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique que nous allons lire pour vous. Nous avons Nectaire qui est à Kinshasa. Il nous dit « Je suis déçu par la CEDEAO. Elle a juste cherché à plaire aux militaires au lieu de prendre des mesures fortes dans le souci de vite retourner à l'ordre démocratique. » Donatien Kra est en Côte d'Ivoire, il ne précise pas sa ville. Il dit « Il n'y a aucune crise. Si des militaires peuvent le faire au Tchad, pourquoi pas au Mali ? Colonel Goïta, au boulot pour le bien-être du peuple malien et de la sous-région. » Et puis Oumarou est à Tanda au Niger. Il écrit « La CEDEAO a voulu sanctionner le Mali, mais ne l'a pas fait à cause des propos de certains dirigeants occidentaux. » Voilà donc des avis très divers. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Ndari Kalinglopi à Cotonou.
Je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. À Bamako, nous avons Brema Elidiko, analyste politique, mais également sociologue, anthropologue. À Paris, on a Nyagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network, et à Houston, dans l'État de Texas, ici aux États-Unis, Aristide Sidibé, analyste politique. Brema, pendant que les tractations politiques se poursuivent à Bamako, les attaques se poursuivent quand même dans le centre et le nord du pays, malheureusement. Quelles mesures fortes attendez-vous du gouvernement de transition? Bien, les attaques d'ailleurs se poursuivent même dans le sud du Mali, dans la région de Sikasso. Pas que au nord, il y a une guerre de territoire pour le moment. Les mesures fortes attendues, nous avons beaucoup d'acteurs, nous avons le G5 Sahel, il y a la MINUSMA, il y a Barkhane. J'attends peut-être une meilleure coordination donc, des forces, parce que énormément de forces, mais plus il y a une militarisation du Mali, plus on constate le glissement de l'insécurité vers de nouveaux foyers. Donc une meilleure coordination permettrait davantage de juguler l'insécurité. Une deuxième mesure forte, on parle beaucoup de RSS, donc de la réforme du secteur de sécurité. Nyaralé connaît bien ce domaine-là. Il faudrait travailler à ce que les civils aient davantage confiance aux forces armées et qu'elles soient plus enclines à collaborer avec les forces, parce que nous sommes dans une guerre asymétrique. Les populations sont certes les premières victimes, mais c'est aussi elles qui savent les zones de retranchement des bandits, des groupes terroristes et de toutes les personnes qui sont membres de tel ou tel groupe. Donc sans une collaboration avec les populations, ce serait très difficile d'identifier donc les zones où les groupes se retrouvent, et ce serait difficile de les combattre. Nyagale, la question du dialogue avec certains groupes armés revient depuis quelque temps, n'est-ce pas? Le gouvernement qui sera mis en place aura-t-il les moyens et même la légitimité pour lancer le dialogue, et sur quel contour? Alors, je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'il reviendra à ce nouveau gouvernement de lancer un dialogue, dans la mesure où des pourparlers ont d'ores et déjà été initiés depuis le gouvernement du président Ibeka. Et cela en application des recommandations de la Conférence nationale d'entente de 2017 ou du dialogue national inclusif, qui avait recommandé que les fils du pays, Amadou Koufa et Yad Agali, nommément, soient inclus dans une approche politique de règlement de la crise. Cette recommandation a été reprise à son compte par le président Ibeka, puis ensuite par le Premier ministre Mokhtar Ouane, et il serait étonnant que la nouvelle équipe qui arrivera au pouvoir puisse rompre avec cette approche qui est demandée par un nombre important de Maliens, en tout cas soutenu par un nombre important de Maliens. C'est là qu'intervient la question des partenaires extérieurs, puisque cet enjeu du dialogue fait l'objet depuis de longues années, depuis au moins 2 ans, d'un désaccord absolument profond et majeur des autorités maliennes avec leur principal partenaire en matière de sécurité, à savoir la France, qui s'oppose de manière résolue à l'engagement de tout pour parler. Aristide, on parle beaucoup de dialogue, c'est vrai, avec les groupes armés, mais sur quoi faut-il dialoguer si dialogue il y a? En fait, moi, personnellement, je suis de ceux que l'ex-ministre des Affaires étrangères du Mali, Tchéblin Dramé, à l'époque, en 2012, a appelé des va-t-en-guerre. Moi, je ne suis pas partisan du tout du dialogue avec les groupes terroristes. Parce que qui dit dialogue dit que vous allez abandonner certaines de vos positions au profit de l'autre. C'est ça la négociation. Mais est-ce que la réalité du terrain n'impose pas aujourd'hui le dialogue, quand on voit un peu ce qui se passe? En fait, pour moi, et je reviens un peu à ce que le président nigérien qui a fini son mandat il n'y a pas longtemps, le président Issoufou, il faut le désarmement des groupes armés au nord. Parce qu'il a dit à l'époque, tous les attaques qu'on voit au Mali et dans la sous-région partent de la ville de Kidal. C'est-à-dire il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut dire la réalité des choses. Aujourd'hui, si les Maliens
à travers le DNI, demande à négocier avec les terroristes parce que les forces en présence ont failli à leur mission ou à l'expectation des Maliens. Donc en réalité, si on ne veut pas faire ce dialogue avec les terroristes, qu'on prend le problème à bras le corps, qu'on désarme les groupes armés, les soi-disant groupes armés, pour que les forces armées et de sécurité du Mali soient les détenteurs de la force sur le territoire malien. C'est ça la solution. Alors, Brema, cette rivalité franco-russe au Mali dont on parle de plus en plus, est-elle un mythe ou une réalité? Alors, c'est difficile à dire, hein. Je ne suis pas dans ce secret-là, mais ce qui est sûr, depuis sous Ibeka, hein, il y avait des jeunes qui réclamaient en fait une présence russe au Mali. Mais bon, en réalité, si vous regardez l'armement utilisé par l'armée malienne, il y a des avions qui ont été achetés avec la Russie, des armes qui ont été achetées avec la Russie, pareil des armes qui ont été achetées avec la France, avec le Brésil, avec la Chine. Donc bon, nous utilisons déjà un armement en fait qui vient de divers horizons. Donc ça, c'est le premier point. Et le Mali a fait une collaboration avec la Russie depuis les années 60, donc c'est pas quelque chose de... Tout à fait. Simplement, c'est que les militaires restent unis, comme c'est unis qu'ils ont fait le coup d'État et qu'ensemble, ils travaillent eux-mêmes aussi à être des hommes beaucoup plus courageux. Parce qu'en réalité, ceux qui ont pris les armes au centre, au nord, sont des gens qui n'ont pas fait des écoles de guerre, contrairement à eux. Et donc, à un moment donné, il faudrait aussi avoir un certain courage et puis aller se battre, quoi. Donc, c'est aussi ça qu'il faut dire. Parce que ce sont souvent des bergers, ce sont souvent des paysans qui ont pris des armes. Donc, à un moment donné, si l'autre a fait une école de guerre, il doit avoir un peu de courage aussi d'aller se battre. Et Niagalé, aussi bien au Sahel que dans la région ouest africaine, le Mali, à cause de son enclavement surtout, occupe quand même une place centrale dans le dispositif sécuritaire. Comment est-ce que la communauté internationale peut aider le Mali à faire face sans paraître condescendante, si on peut le dire ainsi? La difficulté, pour répondre à votre question, c'est que la communauté internationale aide d'ores et déjà massivement le Mali. Brema a très bien rappelé l'ensemble des forces qui sont présentes et on peut rajouter... Mais est-ce qu'elle est efficace, cette aide? Mais alors justement, c'est là qu'on a une difficulté. Pour moi, aujourd'hui, on est dans une situation qui est la suivante, c'est-à-dire que l'on a des acteurs internationaux qui se caractérisent par une grande maîtrise technique des instruments dont ils disposent, que ce soit en matière de tactique sur le terrain, d'armement, d'équipement, etc., mais qui, à mon avis, souffrent de l'absence de l'essentiel, à savoir une réelle compréhension du contexte. On a l'impression que la communauté internationale a des difficultés à saisir les enjeux réels, les enjeux profonds de cette crise, et que les moyens déployés ne sont pas mis au service d'une politique ancrée sur une compréhension des réalités du Mali. D'accord. Alors, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Je remercie énormément mes invités. Je remercie également tous les téléspectateurs qui nous ont suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, mais également sur la page Facebook de VOA Afrique et sur notre site voaafrique.com, sans oublier toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir. L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Ndari Kalinglopi à Cotonou.